ce qui a été dit. Effectivement, un des problèmes majeurs, c'est la non-possibilité de créer des nouvelles structures, parce que, à la différence de Serge Youb, je ne pense pas que l'entrisme puisse donner quoi que ce soit, mais au contraire, à chaque génération, ces structures, et il faudrait créer nos propres structures, puisqu'on a bien vu que ces syndicats, en fait, ont fini un peu en débâcle. Il n'y a qu'à voir la vue un peu court-termiste, par exemple, des ouvriers d'Aulnay-sous-Bois, cégétistes, avec qui j'ai un sentiment de solidarité, mais qui fondamentalement payent aussi les erreurs de leurs supérieurs et leurs responsables, entre guillemets, syndicaux, qui ont une vue totalement court-termiste. Et à côté de ça, il y a véritablement, pour moi, une trahison des syndicats à deux niveaux. Un niveau où effectivement ils ont validé l'économie mondialisée par cette défense un peu de l'international et de l'immigré. D'ailleurs, il y a souvent ce genre d'image où on voit des représentants syndicaux, par exemple de la CGT ou de la CFDT, qui s'affichent avec des immigrés souvent africains sans papier pour les défendre. Clandestins, oui, excusez-moi. Oui, enfin, clandestin ou sans papier, là n'est pas le problème en fait. Mais ils sont faux. et surtout, en fait, la nécessité de créer de nouvelles structures. Pourquoi pour refuser aussi cet échiquier droite-gauche qu'on nous impose. Bah justement, en fait, une vraie structure, pour moi, ce serait de restaurer, entre guillemets, ce qui manquait, ce qui était un peu la base des anciens syndicats. C'est vraiment de restaurer un lien social entre les ouvriers. Si, typiquement, c'est une véritable solidarité. Étymologiquement, un lien n'est pas une structure. Si, maintenant, explique-moi. Non, mais c'est intéressant, c'est important. Une structure qui fédère effectivement des liens, qui institue des liens entre des classes. Oui, quoi? Ça peut passer par exemple par des AMAP, ça peut passer par la garderie d'enfants, par du soutien scolaire. Tu te rends compte que tu es en train de me mettre la lutte des travailleurs nationaux au niveau de la garderie d'enfants? Oui, mais enfin, il y a un moment, c'est aussi fondamental. Ça s'appelle de la régression. Non, mais c'est absolument pas de la régression. Ou de la défaite. Non, absolument pas. C'est justement d'avoir des nouvelles structures et de ne pas accepter, entre guillemets, aussi. La garderie, c'est pas une nouvelle structure, c'est connu. Hein. Non, mais ça fait des décennies que ça marche. Non, mais franchement, je suis ici une garderie parmi d'autres. Et voilà. Il faut absolument créer des nouvelles structures et ne pas se contenter, entre guillemets, des syndicats qui aujourd'hui, eux, sont au contraire. Pour nous, le pire exemple de défaite, parce qu'effectivement, ils ont accompagné la déchéance de l'Europe au niveau économique et social. Bien, je vais essayer d'y répondre. Dire que face à la CGT, face à Thibault, face à Segui, face à Krasuki, la réponse est la garderie. Alors là, c'est pas la démagogie, c'est une remise à niveau. Eh bien, c'est une révélation. Bien. Je ne crois pas que ça se fera par la map. Non, même si j'achète de beaux champignons, même si mes patates sont belles et rondes, je ne pense pas que cela sauvera la France. Je suis désolé. Ça peut contribuer à une façon infinitésimale, mais la réponse n'est pas là. La révolution ne se fera pas tout au fond. Mais bien sûr que si, la révolution est possible. Tu sais, la dernière fois qu'on a dit ça, c'était en 1788, tout le monde rigolait sur la République. En 89, beaucoup moins. En 93, ils rigolaient plus du tout. Voilà. Tu sais quoi, il n'y a qu'une seule règle en politique, il ne faut jamais dire jamais. Et je vais te dire comment on peut la faire, cette révolution. Sûrement pas avec un panier garni. Sûrement pas avec quelques enfants bien gardés. On va la faire tous ensemble avec ce qui est notre point commun, le nombre. Parce que les opprimés en France, français, travailleurs, sont les plus nombreux. Le deuxième, c'est le travail, parce que ces Français sont des travailleurs. Voilà nos deux forces face à nos ennemis, le travail et le nombre. Alors la force des travailleurs en nombre, c'est quand on nombre, ils ne travaillent pas. Alors je vais vous expliquer comment. C'est en investissant, justement, on n'a qu'à reprendre ce que vous critiquez souvent, ce qu'on critique souvent, mais qui est quand même une locomotive. Ce sont ceux qui font 6,5 millions de votants. Dans ces 6,5 millions de votants, il y a une très très grande majorité de travailleurs français. Ceux-là, au lieu de leur parler d'AMAP, de garderie ou de sandwich,
on devrait leur dire de se réinvestir le combat, d'être à nouveau viril, d'arrêter de reculer, mais de commencer à avancer et de rentrer dans les syndicats. Parce que 1 à 10% de ces 6,5 millions, c'est pas un syndicat à nous, c'est tous les syndicats. Parce que vous l'avez dit, ils sont entre 3% dans le privé, 7% dans le public. Si jamais ces 6,5 millions se mettent à 10%, c'est tous les syndicats qui sont patriotes. Alors, là, c'est un raz-de-marée. Ce jour-là, quand on aura enfin fait notre travail et qu'on n'aura pas perdu notre temps à distribuer des sandwichs au coin des rues, eh bien, ce jour-là, on pourra demander à ces travailleurs de dire à ceux qui nous oppriment, à ceux qui nous ruinent, qu'on arrête de les servir, qu'on arrête de leur donner de l'argent, qu'on arrête de les sécuriser, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et vous savez quoi? Et parce que l'économie française est une économie capitaliste en flux tendu, ça tiendra si jamais on coupe le pétrole, si jamais on coupe la bouffe dans un supermarché, entre 3 jours et 3 semaines, avant que le Hollande du jour, l'ancien Sarkozy, dégage. Voilà, c'est simple. À ce moment-là, quand plus personne ne travaillera jusqu'à ce qu'il dégage, on montrera une seule chose vraiment importante, c'est que sans eux, on vit très bien, mais que sans nous, ils ne vivent plus. C'est ça la révolution, monsieur. Moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire Serge. Donc peut-être sans aller jusqu'à la révolution, il y a quand même quelque chose qui s'appelle la grève générale. Et l'arme du travailleur, c'est ses bras, comme on disait. Et si demain, tous les travailleurs, et en particulier les travailleurs patriotes, croisaient leurs bras et arrêtaient le boulot, et ben, ça ferait bouger beaucoup de choses. Après, effectivement, investir le syndicalisme, c'est peut-être pas suffisant. Et ça n'empêche pas d'être partisan d'une association du style AMAP ou autre. Pour moi, les combats sont complémentaires. C'est la politique aujourd'hui, pour certains d'entre vous qui êtes militants dans certains partis. Ça peut être le syndicalisme lundi quand vous retournez bosser. Et ça peut être la MAP le mardi ou le mercredi avec vos amis. Pour moi, c'est des combats qui sont complémentaires. Et tu parlais de structure au niveau des entreprises. Il faut quand même rappeler qu'avec cette loi sur la représentativité, tu ne peux pas créer de nouvelles structures. Ça a été fait pour. Ça a été fait par la CFDT, souvent dans l'accompagnement, même si au niveau de la base, il y a des gens vraiment très bien dans cette organisation, et fait avec le MEDEF, c'est pas pour rien. Alors Renaud va s'exprimer, il était un peu agressé là. Mais au-delà de l'incantatoire, c'est bien beau la grève générale, mais le fait est qu'aujourd'hui, merci de me laisser terminer, la grève générale peut se terminer aussi par un licenciement entre guillemets sec, et le fait est que le patronat aujourd'hui met de plus en plus en place tout simplement d'appareils pour, et notamment l'ANI, la dernière trouvaille entre guillemets du gouvernement Hollande, la flexi-sécurité en est une bonne illustration. Et moi je peux vous assurer, là pour parler vraiment dans le concret, que des gens, vous allez leur parler de grève générale, et après ils vont passer au bureau du patron qui va leur dire: vous êtes bien gentil, si vous faites la grève générale, moi je vous vire, et je peux vous assurer que s'il n'y a pas une structure qui est capable de prendre le relais derrière, et c'est pas forcément que de la garderie, ce n'est pas forcément que de la MAP, c'est un tout, une structure qui est capable de prendre le relais à côté du monde de l'entreprise pour soutenir typiquement des ouvriers dans leur lutte, qui vont se retrouver, si effectivement ils font la grève générale sans boulot, bah sans ça, excusez-moi, mais votre grève générale ça passera pas, parce qu'aujourd'hui il faut être réaliste. Je vais essayer d'être réaliste 2 secondes, parce qu'il paraît que je suis utopique. Bon, c'est loin de la garderie, loin de la MAP toujours. On me dit que s'il y a une grève générale, on va me virer. Mais mon bonhomme, je ne veux pas être méchant, mais quand ce type, un matin, s'est réveillé un 13 juillet, et s'est dit: tiens, si je prenais mon pic, il aurait pu se faire tirer dessus, il est fou. C'est un dingue. Il y a des risques. Mais on ne fait pas une révolution avec des points retraite, mon bon ami. Qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? Et ça, c'est rien que pour l'intro. Ensuite, la grève générale. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ça s'organise. Ça se fait avec des syndicats. Je vais prendre un exemple parce que moi, j'étais en entreprise. Et moi, j'ai fait une grève. Je l'ai organisée sans être dans un syndicat, en gueulant. Je vais te le donner simplement. J'étais à la Poste. À un moment, à la Poste, j'ai un problème avec un directeur pour un problème donné, je ne rentrerai pas. Il me met en conflit
parce que je suis un contremaître de merde, je suis donc un manager de proximité, comme on l'appelle, entre le marteau et l'enclume, je prends les coups du directeur, et je dois les retransmettre gentiment à l'ouvrier. Je prends, ça passe pas, je dis simplement au bout d'un moment avec eux, on pose les flasheurs. Tu sais quoi? C'est pas 750 000 travailleurs, c'est pas toutes les organisations syndicales, c'est une ACP, c'est-à-dire une agence. 40 personnes, c'est rien, c'est de la merde. Ben non, c'est 150 000 € par jour de grève. 1h30 après, la direction arrivée. 2 heures après, ils discutaient. 3 heures après, on changeait de directeur. Il n'y a pas de secteur public à la Poste, c'est terminé depuis longtemps, c'est terminé. Malheureusement, avant, c'était un petit travail tranquille, mais ça a changé. Et ça, c'est un exemple concret. Et d'ailleurs, je m'en fous, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Tout ce que je veux dire, c'est que la grève générale, elle s'organise avec des syndicats structurés, avec des structures véritables. Elle ne se met pas dans le vide. Et ça ne se fera pas avec des poireaux et des courgettes. Et ça ne se fera pas avec un enfant qui a bien dormi. Ça ne se fera pas avec des petits combats d'arrière-garde et des combats aux petits pieds. C'est pas possible, c'est plus possible. Il y en a marre. Moi, je suis issu des années 80. En 90, on avait peur, on était sur le recul. Maintenant, les idéaux avancent. Tout le monde en a marre, tout le monde comprend que nous avions raison. Et bien, c'est l'offensive maintenant. On ne peut plus se permettre de se réduire à des paniers repas. Voyons. C'est vrai que je suis assez proche des positions de Serge là-dessus, même si moi je ne rejette pas du tout cette option d'AMAP ou autre, qui pour moi est complémentaire et ne doit pas être délaissée non plus. Je vais rebondir sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, l'accord national interprofessionnel, donc signé par la CFDT et le MEDEF. Un petit point, bon, non seulement ça va permettre pour ceux qui sont salariés de travailler plus et d'être payés moins, c'est quand même super bien. Et puis, surtout, il y a un truc génial qui devrait concerner tous les patriotes, et je pense particulièrement aux patriotes bretons, qui ont peut-être pas envie d'aller bosser, je sais pas, à Marseille, à Saint-Denis, ou je sais pas trop où, dans la banlieue, quoi. La mobilité géographique imposée. Voilà, vous allez... 50% des bacheliers bretons sont quitter la Bretagne. 50%, Oui. donc il y en a qui foutent le camp, il n'y a pas le choix. Voilà. Comme tout est décidé à Paris, le breton n'a pas le choix, il est obligé de quitter la Bretagne. Ça se voit dans la fonction publique, qui est remplie de bretons. Hélas, parce que c'est la mère patrie qui nourrit, nous en bien cette image depuis un siècle. Dans la fonction publique, dès que tu embauches quelqu'un, tu l'amènes tout de suite à l'opposé d'une ville. Le breton, il nous connaît, c'est le problème. Moi-même, je me pars à 600 ans de chez bosser quand je suis pas sur d'autres continents. Je le connais. Donc voilà, et je pense que ça va être quelque chose qui va s'intensifier, parce que ça va être plus pratique pour pas mal d'entreprises de centraliser à certains endroits, à mon avis, près de Paris. La mobilité imposée, ça vont tout sonner pour ceux qui êtes salariés. Donc effectivement, la grève générale, il faudra peut-être la faire sur ce sujet-là et sur d'autres après. Voilà. Très bien, merci. Il nous reste combien de temps, chef? On peut y aller. À condition que Serge soit gentil, n'est-ce pas, et laisse l'évolution du localisme se faire. Il y a des réponses. Mais je t'en ferai un mot tout à l'heure. Il y a des réponses locales, mais c'est pas forcément ça. On t'a entendu, on t'a entendu. Je ne suis pas... D'entrisme. Moi, je ne parle pas d'entrisme, je pense que c'est l'action sociale naturelle des travailleurs. Et quand je parle du syndicalisme, bon, je parle pour moi syndicalisme ouvrier, syndicalisme de salariés, mais il y a aussi le syndicalisme des exploitants agricoles, le syndicalisme des petits entrepreneurs. Il y a différentes formes de syndicalisme. Et cette place, il ne faut pas non plus la laisser à d'autres. Il ne s'agit pas de faire d'entrisme, il s'agit de prendre sa place, toute sa place. Je vais déborder de la question syndicale pour aller sur un terrain, on va dire, un petit peu plus politique ou religieux. Je suis attaché à la laïcité et on constate aujourd'hui dans les organisations syndicales une nouvelle forme d'entrisme de la part de personnes qui se revendiquent d'un islamisme radical. Et je tiens quand même à vous alerter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont salariés, éventuellement dans une grosse entreprise, qui sont contents d'avoir le comité des fêtes qui s'appelle le comité d'entreprise,
qui organisent des petits repas, et bien bientôt vous aurez peut-être que des soirées couscous et que de la viande halal. Je sais que vous êtes, c'est déjà le cas, voilà, dans certaines entreprises. Voilà. Et vu les positions de certains ici, je pense que ça ne peut que vous choquer. Et bien si vous laissez la place dans les comités d'entreprise, il ne faudra pas vous étonner que demain vous ayez du halal à la cantine d'établissement. Voilà. C'est même le cas dans l'armée. C'est du halal dans l'armée. Dernier tour de piste sur ce sujet-là. C'est déjà terminé? Dans 10 minutes. Bon, alors je vais poser quand même une question de plus, au moins une de plus, pour aborder on a parlé de syndicat, on n'a pas terminé sur le sujet malheureusement, parce qu'il aurait fallu en parler beaucoup plus longtemps, je pense. C'est intéressant. On va aborder d'autres aspects que je voulais aborder, dont je voulais parler, en l'occurrence le coopératisme. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de participer à une réunion avec le directeur général de Copagri, Jean-Bernard Soliec. Alors Copagri, c'est la plus grande coopérative agricole française, c'est 25 000 paysans cantonais. Donc c'est une très grosse boutique qui possède des usines, etc. Donc Jean-Bernard Soliec, il nous recevait avec un groupe de chefs d'entreprise régionaux, bretonnants. Et donc Soliec nous a fait part de ses réflexions, qui étaient assez intéressantes, et on disait deux choses. Première chose, il disait la Bretagne a réussi à rester autre chose qu'un parc d'activités touristiques grâce à la solidarité ethnique. Première chose. Donc, solidarité ethnique qui avait permis la création d'activités suffisantes pour fixer les 4 millions de Bretons, qui sinon, ils ont peut-être pour la moitié d'entre eux se faire retrouver en Ile-de-France après la guerre, dans les décennies qui ont suivi la dernière guerre. Et d'autre part, ce qui avait permis, donc Soliec nous disait, les coopératives ont un immense avantage, c'est qu'elles sont rivées au sol. D'une part, elles ne sont pas délocalisables. C'est un immense avantage dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Copagri ne peut pas être délocalisé ailleurs. Et d'autre part, les directions de ces coopératives sont également forcément locales. Parce que ceux qui décident, ce sont les coopérateurs, qui désignent, qui choisissent, qui élisent les dirigeants. Et ces dirigeants font forcément partie des réseaux locaux, nécessairement. Donc, Soliec, en quelques phrases, nous avait résumé à peu près toute une problématique qui est la nôtre depuis la création de notre réseau, à savoir que le coopératisme, le localisme et le communautarisme sont extrêmement complémentaires. Alors, je vais vous demander ce que vous en pensez les uns les autres. Tu commences, Laurent? Alors pour moi, c'est des positions qui sont proches de l'ancien syndicalisme. Le localisme, c'est le vivre et travailler au pays. C'était le slogan sur certaines affiches d'organisations syndicales il y a encore quelques années. Quand tu parles de communautarisme, moi ça me fait penser à, je dirais, un socialisme à la française, avant qu'il soit marxiste, un socialisme communautaire et populaire, enraciné. Et puis les coopératives, c'est le système mutualiste, et c'est quelque chose qui est vraiment défendu aussi par les organisations syndicales. En plus, avec ce système de coopérative, on peut aller vers un système de réappropriation de l'entreprise par les travailleurs. Moi je ne suis pas partisan de la cogestion de qu'on voit bien dans justement tout ce qui est organisme paritaire, caisse de retraite ou autre, que la cogestion ça permet de valider des décisions qui sont prises ailleurs, soit par les marchés financiers, soit par les États. Donc je suis plutôt partisan, on va dire, de l'autogestion, même si ça peut paraître utopique à certains aujourd'hui, ou en tout cas déjà une participation, comme disait Serge. En tout cas, il faut que les travailleurs, y compris les salariés, puissent reprendre petit à petit en main leur destinée. Voilà. Très bien. Alors Renaud, qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord avec Laurent. Je pense qu'effectivement, il faut tout simplement permettre
que ce soit à toutes les classes de l'entreprise, de participer tout simplement à l'élaboration de la stratégie de sa société pour se approprier sa production et puis aussi pour permettre je dirais, son évolution constructive. Et je pense des exemples notamment en termes de mutualisme très intéressants là-dessus. Je pense que ce sont des pistes vraiment à développer, mais surtout, je dirais rediriger la direction de l'entreprise vers l'intérêt général et non plus, comme je disais au début, en fait, sur les problèmes d'actionnariat qu'il peut y avoir, notamment sur beaucoup de sociétés où des intérêts étrangers, finalement, vont totalement spolier et les ouvriers et en même temps le reste de la population. Je prends l'exemple des péages, des sociétés de péages qui ont été vendues à des entreprises privées de façon totalement éhontée et qui sont aujourd'hui financées par des fonds de pension, par exemple en Australie, qui décident du prix que vous allez payer au péage. C'est aux Bermudes que ça se décide, notamment par exemple pour la 6. Donc il faut vraiment, effectivement, pour l'efficacité de l'entreprise et pour la restauration simplement de l'intérêt général, que ce soit à l'intérieur de la société ou pour je dirais, le pays ou